l'étau se resserre autour de Mohamed Morsi. Des milliers d'Égyptiens demandent sa démission depuis dimanche. 40,17%, c'est le taux de réussite du BEPC cette année, un taux nettement en hausse par rapport aux résultats de l'année dernière. Et puis bientôt un recensement général de la population ivoirienne. Le dernier recensement remonte à 1998. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Korogo, forte mobilisation des populations du district des Savanes à l'aéroport de Korogo. Le premier meeting du chef de l'État aura lieu demain à Mbengue. La transformation de l'anacarde au cœur d'un atelier de réflexion organisé par les professionnels du secteur et le ministère de l'Industrie. Cette rencontre vise l'augmentation de la transformation et la mise en place d'une politique de financement de l'anacarde. Franck Wadio nous en dit plus. L'anacarde, il représente pour sa zone de production le nord de la Côte d'Ivoire, ce qu'est le cacao pour les autres régions du pays. Un exemple, les 450 000 tonnes de noix de cajou produites en 2012 constituent près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire est donc premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Autre réalité, plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers l'Inde et le Vietnam, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur mondial de noix brutes, mais il y a comme une ombre au tableau. Notre pays tire ainsi très peu de valeur ajoutée de sa production d'anacarde. Cette situation est le corollaire d'une faible capacité de transformation. La Côte d'Ivoire a une capacité installée de transformation de noix brutes de cajou en amande estimée à 52 000 tonnes. Un atelier donc pour élaborer une stratégie pour le développement de la transformation de l'anacarde et des contraintes qui y sont liées. Aujourd'hui, nous produisons 450 000 tonnes et nous ne transformons même pas 5% de cette production, ce qui est assez grave. Ça fait beaucoup de pertes au niveau même du revenu des producteurs. Si nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous ne passons pas à la transformation, nous risquons d'avoir nos produits sous la main. Donc c'est important que l'État commence à réfléchir sur le mode de transformation de la filière de nos produits. La structuration du secteur, les normes et la qualité, la commercialisation, le financement et autres aspects techniques sont alors passés au crible. L'objectif, ici, la noix de cajou de Côte d'Ivoire au niveau du Vietnam, du Brésil et du Mozambique, des pays aux capacités de transformation plus grandes. Combien sommes-nous réellement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Nous le saurons après le recensement général de la population en Côte d'Ivoire prévu le 3 novembre 2013. Selon le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaqueux, ce recensement va permettre aux partenaires au développement de cadrer leurs investissements. Une opération qui va coûter 12 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Un atelier s'est tenu à Grand Bassam pour en parler. Le reportage de Grace Kando. Combien de personnes vivent en Côte d'Ivoire? La question trouvera réponse après le recensement général de la population et de l'habitat prévu du 4 novembre au 3 décembre prochain. L'opération consistera aussi à faire l'inventaire des caractéristiques de l'habitat des populations recensées. Pour réussir cette action, un atelier média a été initié. Objectif, instruire journalistes et hommes de médias sur les méthodes de sensibilisation. Au thème de la rencontre de 2 jours, 10 engagements ont été pris par les différents responsables d'organes de presse. Ces derniers ont décidé notamment de privilégier l'information vraie relative au recensement général de la population et de l'habitat, susciter une grande mobilisation des populations pour garantir le succès populaire de l'opération. Au final, les hommes de médias devront contribuer à asseoir une image positive du recensement général de la population et de l'habitat 2013. Ce recensement général, qui est à sa 4e édition, va coûter plus de 12 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le développement durable a pour une croissance économique accrue. Cela passe par la prise en compte de certains aspects environnementaux et sociaux. Et ce développement répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Environnement a initié un atelier de formation à l'intention de la société civile. On en parle avec Michel Mambou. La plupart des nations qui ont franchi le cap de la croissance économique ont planifié leur développement.
Une vision qui se nourrit de réflexion. Ainsi, à l'initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, un atelier a rassemblé agents ministériels et acteurs de développement autour des dernières dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour promouvoir le développement durable. Au cours des 2 jours, la société civile a reçu des enseignements qui comprennent 3 piliers essentiels comme la durabilité environnementale, la durabilité sociale et la durabilité économique. En quelque sorte, la société civile s'est vue attribuer tous les ingrédients, tous les carburants pour être également promotrice du développement durable sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 3 textes de loi ont alimenté les discussions à l'effet de susciter un comportement citoyen au sein de la société ivoirienne. On a compris que pour arriver à assurer un développement solide, il fallait connaître les principes et les règles de l'environnement. Si vous ne connaissez pas les principes de l'environnement, vous n'allez pas faire un développement durable. Dans sa quête d'une économie émergente en vue de créer des richesses et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, l'État veut compter sur la société civile pour impliquer, sensibiliser et instruire la population pour un changement de comportement. Et puis les résultats du BEPC sont connus depuis hier à 40,17%. C'est le taux de réussite cette année. Ce taux est en hausse comparativement à l'année dernière où le taux était de 17,14%. 4 facteurs principaux seraient à l'origine de l'augmentation des pourcentages d'admission, notamment l'harmonisation des coefficients des examens et contrôle continu. Selon la directrice de la DECO, notre reporter Grace Kando a assisté à la proclamation des résultats dans quelques centres. Il est 14 h, lycée classique d'Abidjan. Sur les visages des candidats et parents d'élèves, c'est l'angoisse et l'impatience. Normal, aujourd'hui 1er juillet, est jour de proclamation des résultats du BEPC. Moi, je suis là depuis 13 h, j'attends les résultats. Bon, je suis un peu stressé. Je suis venu prendre les résultats, depuis on attend, mon cœur bat. 30 minutes d'attente et enfin le début de l'annonce des résultats. Les réactions sont diverses et bien évidemment, la joie est dans le camp des admis. J'ai eu mon BPC, la motion à bien. Je suis heureux du résultat. J'avais confiance en ma fille, je savais qu'elle allait avoir parce qu'elle travaille très bien, elle est très bien à la maison. Elle ne parle pas, elle étudie, elle respecte tout le monde. Vraiment, je suis très content pour elle. Mention spéciale pour Beidoun Zenab, bien qu'étant élève en classe de 4e, elle vient d'obtenir son ticket pour la classe de seconde. Je viens d'avoir mon BPC. Quand on veut, on peut. Il faut juste bosser, tu bosses dur, tu auras toujours ce que tu veux. La chance n'a pas souri à tous, mais l'heure n'est pas au découragement. Je suis un candidat malheureux, mais bon, je ne suis pas découragé, c'est la vie quoi. En 2014, ça sera su. Cette année, les résultats ont connu un net progrès avec un taux de réussite de 40,17% contre 17,14% l'année dernière. Les résultats en hausse cette année s'expliquent par l'harmonisation des coefficients examens et contrôle continu réalisés par l'inspection générale et la direction des examens et concours à créer l'équilibre entre les notes obtenues en classe pendant l'année scolaire et celles obtenues à l'examen. Les résultats du BEPC connus ce lundi, le 15 juillet prochain, les candidats au bac connaîtront également leur sort. La nouvelle mission de stabilisation de l'ONU au Mali, la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, officiellement mise en place. La MINUSMA est chargée de sécuriser le pays et d'organiser l'organisation et la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Mais pour l'instant, les soldats français au nombre de 3200 hommes devront rester encore quelque temps au Mali. La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, prend la relève ce lundi pour la sécurisation et la stabilité du pays, conformément à une résolution de l'ONU qui a fixé cette date au 1er juillet. La MINUSMA absorbe donc la MISMA. Les troupes ouest-africaines sont rejointes par d'autres troupes africaines et internationales. Le Burundi, le Bangladesh, la Chine, le Honduras, la Suède et la Norvège sont cités. Si les promesses sont tenues, l'effectif de cette troupe passera de 6 000 à 12 600 hommes d'ici à décembre prochain. La MINUSMA va devoir superviser le cantonnement des combattants touaregs du MNLA dans la ville de Kidal, un prélude à leur désarmement.
Par ailleurs, les forces onusiennes vont veiller à la sécurisation du scrutin du 28 juillet, un scrutin à haut risque. La nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. La transition se prépare donc sur le terrain, notamment à Gao, la première ville du nord du pays. Le camp militaire de cette ville va accueillir une base tactique de commandement de la MINUSMA, un hôpital militaire ainsi que du personnel civil. À la tête de la MINUSMA, le général rwandais Jean Bosco Kazura. L'Organisation des Nations Unies donne 4 mois à la MINUSMA pour se conformer aux normes de l'ONU. Après l'accord conclu entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs à Ouagadougou, un texte permet de concilier le respect et l'intégrité territoriale du pays. L'intégrité territoriale du Mali mise à mal après le coup d'État de mars 2012 et la rébellion du MNLA et du Moujao qui avait divisé le pays. Mais en janvier 2013, l'armée française a stoppé l'avancée des djihadistes. Le Mali se prépare donc pour les élections présidentielles prévues le 28 juillet prochain, sous le regard de la MINUSMA. Depuis dimanche, Hissène Habré est en garde à vue au Sénégal où il réside depuis son exil il y a 22 ans. L'ex-dirigeant tchadien doit être jugé au Sénégal par un tribunal spécial mis en place en accord avec l'Union africaine. Hissène Habré est soupçonné d'être responsable de la mort d'environ 40 000 personnes. Hissène Habré arrêté et mis en garde à vue. L'ancien président tchadien, exilé à Dakar depuis 1990, est accusé de crimes contre l'humanité. Sa garde à vue entre dans le cadre d'une enquête menée par le tribunal spécial en charge de ce dossier depuis février dernier. Homme politique né en 1942 à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, Hissène Habré est devenu président de la République à la suite d'un coup d'État qui renversa Gokoni Ouédéi le 7 juin 1982. Il abolit le poste de Premier ministre, puis s'en est suivi une période de turbulence jusqu'à son renversement en 1990. Le régime Habré est caractérisé par des atrocités et violations généralisées des droits de l'homme. 40 000 personnes tuées et plus de 200 000 soumises à la torture. Opposants et groupes ethniques Sara, Adjeraï et Zagawa régulièrement visés. En 1989, le gouvernement Habré est fortement contesté et un an plus tard, Idriss Déby, alors ancien commandant de l'armée Zagawa, défait les forces d'Hissène Habré. Le président déchu se réfugie d'abord au Cameroun, puis au Sénégal où il restera 23 ans. En 2005, l'ancien homme fort du Tchad est inculpé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres violations des droits de l'homme. Dakar l'assigne à résidence surveillée et refuse pendant plusieurs années de le juger ou de l'extrader. Juillet 2012, la Cour internationale de justice exerce des pressions sur le Sénégal pour que le procès débute sans délai. En décembre 2012, le Parlement sénégalais adopte une loi permettant la création d'un tribunal international au Sénégal pour juger Habré. Les juges de ce tribunal sont nommés par l'Union africaine. Dimanche 30 juin 2013, Hissène Habré est donc arrêté par la police sénégalaise en attendant d'être entendu par le procureur général des chambres extraordinaires. Cependant, sa comparution devant la justice ne se fera pas avant 2015. Cependant, Hissène Habré est présenté devant les juges d'instruction aujourd'hui même. Manifestation massive contre le pouvoir morsi. Toujours, les Égyptiens demandent la démission de leur président. L'armée adresse un ultimatum aux forces politiques pour satisfaire la demande du peuple et dément préparer un coup d'État. Démission de plusieurs ministres, dont celui des Affaires étrangères. La rue gronde en Égypte. Des dizaines de milliers de manifestants sont réunis sur la place Tahrir au Caire. Ils réclament désormais le départ immédiat du président Morsi. Le délai de 24 heures qu'il lui avait fixé étant passé. Morsi, il nous a épuisés. Il ne peut pas gouverner le pays et en faire ce qu'il veut. Il a fatigué tout le peuple. Il doit partir. Face à la pression, 5 ministres, parmi lesquels les ministres de l'Environnement, du Tourisme et des Communications abdiquent. Ils annoncent officiellement leur démission. Un 6e se serait ajouté à la liste ces dernières heures. L'action du peuple est soutenue par l'armée égyptienne.
Elle fixe, à compter du lundi, 48 heures aux deux camps pour trouver ensemble une solution rapide à cette crise, faute de quoi elle imposera sa feuille de route. Mais le successeur de Hosni Moubarak n'entend pas les choses de cette oreille. Il rejette cette injonction et appelle le peuple au dialogue et à la réconciliation nationale. Un appel qui semble arriver bien tard. Car, après le grand rassemblement de dimanche, les manifestants restent mobilisés et déterminés. La place Tahrir ne sera libérée qu'après le départ de Morsi. Morsi, tu vois bien que le pays tout entier est dehors. Il faut que tu vois et que tu comprennes. Tu dois comprendre que le peuple n'a pas besoin de toi. Dès son accession à la tête du pays, le président islamiste avait promis de rassembler le peuple égyptien. Un an après, son règne divise plus que jamais. L'opposition lui reproche une mauvaise gestion du pouvoir et le somme de partir. Les frères musulmans, partisans du président Morsi, eux, disent analyser la situation. Une deuxième révolution pointe-t-elle à l'horizon en Égypte après celle qui a mis fin à 3 décennies de règne de Moubarak? Les heures à venir nous situeront. Et puis la justice réintègre aujourd'hui le procureur général démis par Morsi en novembre 2012. On apprend aussi la démission du porte-parole du gouvernement égyptien et du porte-parole de la présidence. Voilà, c'est sur cette information que je prends ce journal. Là, vous aurez d'autres informations à 19h30 à rester sur RTI 2.